Alors aujourd'hui, 26 décembre, on vous offre cette réflexion extraordinaire de Mathieu Bellil sur la lumière. Je lance une perche aux amateurs de Tintin, entre autres. Vous allez être très, très heureux. Moi, j'en suis un. Mathieu aussi. On ne parle pas seulement de Tintin, évidemment, mais on va en parler. Mais voilà. Donc, on est très heureux de vous offrir cet épisode, cette réflexion sur la lumière de notre ami Mathieu Bellil. Fred, aujourd'hui, je viens vous parler de lumière. D'abord, parce qu'on vit les journées les plus courtes de l'année. Hein, ouais. la nuit noire à 16h40, c'est quand même assez dur ces temps-ci. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé à écrire ma chronique, ça fait un petit bout déjà, le 14 décembre, j'avais bien compté, ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas vu le soleil. Les choses se sont un peu replacées, mais j'ai des amis qui sont vos auditeurs, vos auditrices de la balado, qui m'ont confirmé que le soleil avait commencé son confinement avant tout le monde, début décembre. Apparemment, ces avocats ont défendu avec succès l'idée qu'il n'était pas un service essentiel. En tout cas, moi, je le félicite. Hein, le soleil suit les consignes du docteur Arruda à la lettre. Il porte son masque de nuage en tout temps et pratique la distanciation sociale avec beaucoup de rigueur. Mais là, Mathieu, attendez, là, est-ce que c'est-tu scientifique ou c'est politique, cette histoire-là? Là? Ah, écoutez, Fred, ça nous prendrait les comptes rendus, les transcriptions. Il paraît qu'il existe pas. J'attends la transcription entre Dr Arruda et le soleil. Enfin, on verra. Alors, Fred, je veux vous parler de lumière parce que c'est ce qui nous manque cruellement ces temps-ci. Le temps est sombre, ça c'est vrai. L'atmosphère aussi, à cause de la COVID, de toutes les emmerdes, des fermetures que ça entraîne. Et aussi, je dois dire, à cause de la bêtise humaine qui, contrairement au soleil, ne prend pas de congé. Hein. On pourrait même dire que la bêtise est en plein déconfinement par les temps qui courent. Heureusement que la trêve de Noël est arrivée parce que ces dernières semaines, je dois vous dire, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a des gens qui se cherchaient, qui avaient envie d'en découdre, qui se magasinaient des beaux émissaires à défaut de pouvoir acheter les vrais cadeaux de Noël. Ils se cherchaient et il y en a qui se sont trouvés, évidemment, sur les réseaux sociaux, où le crêpage de chignons a atteint des sommets. Imaginez, Fred, on a même réussi à transformer le Père Noël, ce symbole universel de la bonté et de la joie de vivre, cette transcendance de substitution. Hein. On ne prie plus le petit Jésus, mais on prie encore Noël. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous connaissez l'adresse pour écrire au Père Noël, Fred, c'est HOHOHO, hein, c'est O-O-O. Ça, c'est insultant. C'est très insultant. Parce que là, ce qui est arrivé, Fred, c'est que la semaine dernière, on a eu droit à un déchirage de chemise en règle du côté de la communauté anglo-montréalaise en réaction à une petite pub du temps des fêtes, gracieuseté du Bloc québécois, où un Père Noël souriant et joufflu, tout ce qu'il y a de plus mignon, on lui faisait dire non pas bonjour hi, hein, comme c'est la coutume désormais, mais bonjour ho, comme dans ho ho ho. Et pourtant, ce petit ho a été le ho de trop. Qui a fait sauter la marmite de l'indignation des Anglos. Pourquoi? Ben, parce que vous le savez peut-être, Fred, en anglais, O comme H-O, là, hein, ça peut être O-O-O, ça peut être I-ho, I-ho, comme dans la chanson des petits nains de Blanche-Neige, hein. Mais ça peut aussi vouloir dire, dans la langue populaire anglo, prostituée, whore. Hein, je savais même pas ça. Ben, moi non plus, imaginez, Fred, avec, à vous et moi, on a quand même, on pourrait dire, une certaine culture. Hein, on prétend... Je lis en anglais, c'est pour ça, mais voilà. Mais on dirait qu'on aurait dû savoir, Mathieu, c'est ça. On était en faute de ne pas le savoir. Bon, attendez, puis ça, c'est très significatif à mon avis, parce que, entendons-nous d'abord, Fred, c'était pas sérieux, là. Je veux dire, c'était pas un projet de loi, c'était une diapo d'un petit PowerPoint niaiseux, une blague niaiseuse qui voulait une formule, qui voulait jouer un petit peu avec la formule qui est à la norme à Montréal, et pourtant, ça n'a pas... Je pense que c'est la communauté anglophone, Mathieu, qui t'appelle. C'est ça. OK, il y a quelqu'un... on a un service de réponse à la maison. Fred, vous savez peut-être que j'ai commencé à me faire troller, hein, moi, depuis... ah oui? Vous devez savoir ce que c'est. Vous êtes une personnalité publique. Moi, j'étais encore un vulgaire kidam. Puis là, ça a commencé. Il y a du monde qui m'écrivent, qui m'envoie des insultes de temps en temps. Ah, ben bravo.
Bah, bravo, oui, vous gravitez de plus en plus dans l'univers des vedettes médiatiques, visiblement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle l'adoubement, hein, comme Oui. Au Moyen-Âge. Là, c'est comme quand il y a quelqu'un qui t'envoie promener puis qui te donne une sorte de... bref. Ouais. En anglais, on dit adopt. Oui, c'est ça. Je m'excuse, Fred, j'aurais dû y penser. En tout cas, ça n'a pas empêché cette affaire-là de monter jusqu'à la Gazette, à CTV News, à CBC, Colt, Montreal, et même, paraît-il, le Hollywood Reporter qui sont passés en mode panique, qui se sont mis à pousser des cris d'orfraie. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un cri d'orfraie, hein, mais c'était une espèce de cri, là, comme on en entend avec les détraqueurs dans Harry Potter. Ah oui. Évidemment, on a eu droit en première ligne à l'inénarrable Sugar Sammy, hein, qui s'est payé la traite encore une fois pour casser du sucre sur le dos des souverainistes, à qui, j'aimerais rappeler qu'il doit non seulement la moitié de ses blagues, mais sa carrière. Hein. Oui, petit Samuel Sucré, hein, c'est à cause de la vilaine loi 101 qui t'a forcé à aller à l'école en français que tu peux aujourd'hui faire carrière à Paris. Enfin, ça m'a semblé utile de le rappeler quand même, hein, parce que décidément, il est dans une entreprise de sciage de la branche sur laquelle il s'est assis. Bon, en tout cas, deux choses, Fred, m'ont frappé dans cette tempête médiatique dans un verre d'eau du Bonjour haut. D'abord, l'empressement de nos jeunes élites branchées urbaines, bon chic, bon genre, à rire très, très fort du Bloc et de ses stratèges. Bien sûr, parce que c'était drôle, OK, soyons clairs, c'était drôle, mais aussi peut-être pour jouir d'une espèce de sentiment de supériorité qui leur donnait l'occasion de montrer que eux, ils avaient compris le double sens du bonjour haut, contrairement à tous ces vieux Québécois vaguement attardés qui pensaient à rien d'autre qu'à oh, hein, comme dans oh du Père Noël. C'était comme l'occasion d'exprimer une supériorité de classe, une sorte de domination, ce qui nous rappelle ce que Hobbes disait au sujet du rire. Il disait « La passion du rire, ce n'est rien d'autre qu'une gloire soudaine. Et dans ce sentiment de gloire, il est toujours question de se glorifier par rapport à autrui. » De sorte que lorsqu'on rit de vous, on se moque de vous, on triomphe de vous et on vous méprise. OK? Fin de la citation. Là. Parlant de mépris, c'est exactement ça à quoi on a eu droit de la part de nos radicaux, ceux qu'on appelle parfois gentiment les woke, et que je nomme affectueusement les éveillés du nouveau monde avec des minuscules. Hein. Alors, c'est pas un rire bon enfant sympathique, mais une sorte de rire presque haineux. Écoutez, Fred, je suis très sérieux, là. J'ai vu à la suite de la manchette sur les réseaux sociaux, des gens se mettent à traiter, des francophones se mettent à traiter leurs compatriotes de illiterate boomer, de dumb quebtards, de Jim. Hein, puis c'était frappant de voir qu'ils choisissaient l'anglais pour mieux insulter les leurs, sans voir qu'en un sens, c'est comme s'ils étaient en train d'exprimer une haine envers leurs propres origines. Enfin, et moi, on m'a dit, parce que j'avais juste dit à tout le monde, on peut-tu se calmer, là, c'est pas si grave. On m'a appelé le dude bro, hein, en me disant gentiment que le français est de toute façon, en fait, non, je corrige, anyway, une langue colonialiste. Que si je dénonçais pas le bonjour haut, j'étais un complice de la misogynie et du patriarcat. Et que, bref, et puis ça allait encore plus loin, là, parce que le Père Noël, c'était plus le Père Noël, là. C'était rendu une sorte de pimp vaguement pédophile, l'équivalent de Dominique Strauss-Kahn avec une barbe et des pompons. Là. Et j'ai même vu dire que ce haut de trop, c'était au fond le signe, un autre exemple hein, qui nous montrait bien que le Bloc était un parti de racistes, de suprémacistes blancs, qui rêvait d'un White Christmas et qu'après le bonjour haut, tenez-vous bien Fred, on en viendrait éventuellement au bonjour Heil, comme dans Heil Hitler. Évidemment. Ouf! Là, je m'excuse, je suis presque épuisé. Alors, Fred, évidemment, quand le Heil est apparu, là, on se rappelle... C'est rien un bon nazi, Mathieu. Non, mais on se rappelle juste que c'était un petit bonhomme, Père Noël, tu sais, qui dit bonjour. Oh! J'ai compris que mon chien était mort. Dans la vie, Fred, quand Hitler ou le nazisme apparaît dans une conversation, je vous l'apprends, cette conversation est terminée. Votre interlocuteur vous a disqualifié. En rhétorique, là, on appelle ça un reductio ad Hitlerum. Okay, en anglais, on dit point Godwin. Okay? C'est une sorte de point de non-retour. En tout cas, moi, j'en revenais pas de voir à quel point les gens étaient capables de noirceur. Hein, combien les gens pouvaient jouir d'être méchants. On dit que Goethe, au moment de mourir, aurait crié « Plus de lumière,
Puis on dirait qu'aujourd'hui, les gens qui le contraire. Plus de noirceur. Hein, Bon. Parlant de noirceur, je me souviens d'un psychologue, c'était un psychanalyste, en fait, un freudien de stricte obédience, le genre à t'étendre sur un divan dans la pénombre d'un demi-sous-sol de Villeray, lui dans son coin avec son pad et son air sinistre, qui commençait ses séances en levant les yeux du pad pour me fixer en silence, l'air froid. Un psychologue, donc, qui, après 6 séances, 6, Fred, où il s'était refusé à toute rétroaction, pas un son, pas même un bonjour, juste à la fin, ce sera tout pour aujourd'hui. 75 $, s'il vous plaît. Oh, ça fait quand même longtemps, Mathieu. Non, c'est ça. 75 $, c'est pas cher. Non, c'est pas cher, mais ça fait pas si longtemps. J'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Allez, en bas de 100 piastres, moi, j'appelle ça des psychothérapeutes. En tout cas, j'ouvre une parenthèse. Non, je pense que vous êtes absolument clairvoyant. J'en étais pas encore là dans ma découverte de ce merveilleux monde. Oui. En fait, à ce monsieur-là, donc, qui ne parlait pas, j'avais demandé s'il n'y avait pas un conseil à me donner. Tu sais, c'est le genre de question, des fois, qu'on pose à un psychologue. Oui. Tu sais, pourriez-vous m'aider un peu? Tu sais, puis il m'avait dit, avec un faux accent pointu de prêtre défroqué, il faudra que vous appreniez à apprivoiser la noirceur en vous. La noirceur en vous. Apprivoiser la noirceur en vous. Inutile de vous dire, je suis jamais retourné. Okay? Parce que la part de noirceur, non seulement je l'apprivoisais déjà à ce moment-là, je vivais avec à temps plein. Okay? Je ne sais pas pour vous, Fred, mais je fais beaucoup ça, moi, dans la vie, apprivoiser ma noirceur. Et si j'allais chez le psy, c'était pour avoir ses lumières, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et c'est pour la même raison que j'y retourne de temps à autre, hein, parce que parfois, dans la vie, on a de la misère à voir clair. Oui, tout à fait. Il me semble d'ailleurs qu'au Québec, on a une sorte de don pour la noirceur. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, c'est à peu près le seul sujet auquel on a osé accoler le mot grandeur, okay, ou grand. Okay? Je veux dire, il n'y a rien de grand au Québec. Okay? Il n'y a rien de grand. Tout est dans la culture, dans la politique, est petit, minuscule, provincial, ordinaire, modeste, sans prétention, tranquille. Mais il y a une affaire qui est grande. Mais alors là, vraiment grande, et je l'ai nommée, c'est la noirceur. Ça s'appelle la grande noirceur. Okay? Et même quand c'est grand, d'ailleurs, je veux juste le dire, on a des affaires grandes au Québec, hein, mais comme le territoire, par exemple, on le voit pas. Hein, ça ne nous intéresse pas. On est tous collés au sud, le long du Saint-Laurent, puis le reste, c'est une sorte de terre inconnue. Mais ça, la noirceur, aucun doute, c'est big. OK? Think big. C'est un peu comme la nuit des longs couteaux. Hein? C'est Alexandre Poulain qui montrait comment on avait cette tendance un peu à la grandiloquence quand il est question. Chose grave. Bon. Il y a tellement de romans, Fred, de films québécois qui sont dans le noir que je ne sais pas trop par où commencer. Je vous laisse faire la liste. La mienne vaut la vôtre. D'ailleurs, ça ne s'invente pas. OK? Savez-vous comment s'intitule ce qui est, à mon avis, le meilleur roman québécois de cette année? En tout cas, c'est le meilleur de ceux que j'ai lu. Non, ça me dit non, je sais pas. À mon avis, là, c'est un roman qui va remporter plusieurs prix. Alors, je vous le donne en mille. Le livre s'appelle Ténèbres. Et c'est de Paul Kavchak. Alors, je m'excuse, je le dis pas bien. Et en passant, je veux juste vous dire, c'est un roman formidable. Et ce gars-là, il faut l'entendre. OK? Il faut l'entendre. Et d'ailleurs, tiens, je vous fais la suggestion à vous, Fred, et à vos auditeurs. Ténèbres de Paul Kavchak à la Peuplade. C'est un livre qui est une relecture brillante du Cœur des ténèbres, Heart of Darkness de Joseph Conrad, qui est un grand roman anglais qui se passe à la fin du 19e siècle en Afrique. Hein, c'est l'époque où le Congo est sous propriété du roi des Belges. Et il va se passer des affaires absolument horribles. Hein. On parle d'une époque où il y a peut-être eu de 10 à 30 millions de victimes. Puis on n'en parle presque pas, on l'appelle le génocide oublié. En tout cas, bref, c'est quelque chose à voir. Puis d'ailleurs, je veux juste vous rappeler que le Cœur des ténèbres de Conrad, c'est ce qui a donné lieu au fameux Apocalypse Now de Ford Coppola. Oui, tout à fait. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, Fred. Il me semble que cette année, je vois plus de décorations de Noël, plus de lumière que j'en ai jamais vu. Bon, il y en a sur les maisons, il y en a le long des rues. Hier soir, je roulais sur la 15 à Laval, hein, ce que j'appelle la deuxième plus grande ville fortifiée du Québec. Et sur la 15, c'est tellement insolite. Oui, c'est vrai, il y a des palissades. Je suis passé devant Illumi. Hein, c'était une sorte de jardin de lumière absolument splendide à côté, près du Carrefour Laval.
c'était formidable. Habituellement, j'aurais maugréé, puis là, je me disais, non, cette année, là, on a le droit de faire briller de la lumière. Sur mon bout de rue, on n'a jamais vu ça. 4 maisons de suite sont décorées de haut en bas avec les couleurs. Ça clignote. Il y a des cristaux de neige qui se rentrent là-dedans, puis ça fait... La lumière se diffracte. Honnêtement, je trouve ça beau. Ça réchauffe le cœur. Ma blonde, cette année, elle voulait pas juste 2-3 guirlandes, hein, elle voulait des tonnes de lumière, OK? Parce qu'elle disait, cette année, entre toutes les années, s'il y en a une où je me gênerai pas, c'est celle-là. Alors, elle est allée sur Marketplace, acheter un lot presque en vrac, à mon avis, elle a payé ça au kilo, là, un lot spectaculaire de 150 $ de lumière de Noël. Wow! OK? Évidemment, moi, en bon grognon, un brin séraphin, j'ai chialé. Habité par une noirceur non apprivoisée. Oui, une noirceur horrible. Hein? Alors, évidemment, j'ai dit 150 pièces pour des lumières, viande à chien. Hein? Bon, évidemment, elle ne m'a pas écouté. Hein? Elle s'en fichait complètement, mais elle est partie avec ma plus vieille. Elle est rentrée 2 heures plus tard de l'île Bizarre avec plus de lumière et de boules de sapin que j'en avais jamais vu de ma vie. Des boîtes et des boîtes et des boîtes. Mais il a fallu installer le coffre de toit sur l'auto pour en amener parce qu'on ne savait plus quoi faire. Alors, là, je vous le dis, là, il y en a devant la maison, derrière la maison, sur le balcon avant, il y en a sur le balcon arrière, il y en a sur la pergola, il y en a dans la maison, il y en a autour du sapin. On en a amené à la campagne pour mettre sur des gros sapins. Ma plus vieille en a même amené à l'école, imaginez, pour décorer sa classe. Et moi qui m'étais plaint, évidemment, en utilisant des arguments tout à fait rationnels, hein, qui cachaient ma pingrerie. Hein, je parlais de surconsommation et d'environnement. Bon, je me suis dit, en fin de compte, que j'étais vraiment un sombre imbécile. Hein, s'il y avait une chose dont on avait besoin ces temps difficiles, c'était de partager la lumière, de porter la lumière dehors, dedans, d'en mettre partout. Savez-vous quoi? Je me suis même dit qu'on devrait en installer sur nos vêtements. On devrait peut-être même créer le concept du masque lumineux. Au diable la dépense, là, c'est urgent. Hein, mettons-nous, je ne sais pas quoi, là, des lumières sur nos masques, ça va être extraordinaire. Enfin, je me dis qu'une des manières de nous réconcilier avec la lumière, puis je parle de réconciliation, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu de misère avec ça, c'est peut-être de nous réconcilier avec la neige, qui est cette lumière qui tombe du ciel et qui recouvre le monde. La neige, c'est quoi au fond? C'est de la lumière qui tombe en gros flocons, qui éclaire tout, nettoie tout, cache la saleté, recouvre tout de la même blancheur incandescente. Il me semble qu'on ne sait pas encore tout à fait comment chanter, comment raconter, comment représenter l'hiver, autrement peut-être que sur le mode un peu déprimant. Hein. La neige, je le répète, c'est de la lumière. Et ça, c'est tellement évident le jour quand le soleil brille. Tu sais, vous allez dehors, puis vous prenez un coup de soleil au mois de janvier, c'est quand même assez spectaculaire. Je pense que le soleil, touche pas plus que, 6000 lux d'intensité. Là. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que même la nuit, on dirait que la neige, émet une sorte de lumière, comme si la neige gardait la mémoire de la lumière et qu'au fond, elle était encore porteuse de cette espèce d'incandescence qui fait que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, Fred, marcher en forêt la nuit, l'hiver, quand il y a de la neige. Et la lune! La lune, le ski de fond, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On est là, la lumière est douce, on arrive encore à faire notre chemin. Puis quelque part, c'est comme si le sol luisait. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Et quand je pense à la culture québécoise, je me dis parfois qu'on ne sait pas trop quoi faire de toute cette lumière. On la retourne même parfois en ombre. Hein. Quand je pense à Nelligan, par exemple, hein, son fameux poème hein, où il est enfermé derrière une vitre hein, qui s'est transformée en jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai. Pleurer, oiseau de février, pleurer mes pleurs, pleurer mes roses. Hein. Bon, c'est quand même, c'est comme si la neige se trouvait automatiquement associée au spleen. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de Québécois qui s'en vont en Floride. Hein. C'est la faute à Nelligan. On n'arrive pas à assumer la part de lumière. Je suis pas sûr que les Snowbirds consomment beaucoup de poésie, mais bon. Je vous laisse le bénéfice du doute, Mathieu. C'est une hypothèse. Hein. Mais c'est... Mais je pense aussi même à cette phrase, je ne sais pas si vous vous rappelez, Fred, il y a un Maria Chapdelaine qui va sortir très bientôt. De Sébastien Pilote. J'ai très, très hâte d'ailleurs d'entendre ça, de voir ça plutôt, je m'excuse, mais
je ne sais pas si vous vous rappelez de l'adaptation de Gilles Carle avec Carole Laure. Il y a cette phrase, il y a cette scène à un moment donné, Samuel Chapdelaine, donc le père de Maria, ils sont dans la maison, c'est l'hiver. Puis là, à un moment donné, il se lève, il se berçait, là, il se lève, il regarde par la fenêtre, c'est le blizzard. Puis il y a cette petite réplique, il dit, je vais essayer de l'imiter, là, mais je suis pas très bon, il dit, il neige. Tu sais, un genre de, ouais, il neige. Puis dans ce il neige, là, mais tu sais, dit avec un ton, une espèce d'accent tonique descendant. Ouais. C'est comme tout le désespoir, tout l'ennui du monde. C'est drôle que vous disiez ça, Mathieu. Mon père, mon père, lui, quand il neigeait, il disait, et là, je m'excuse aux oreilles plus chastes, mais pas chastes, mais lui, il disait, il appelait ça de la marde blanche. c'est beau parce que... Et je trouvais ça violent. Ouais, c'est... Oui, c'est effectivement violent. Vous savez, en passant, Fred, moi, j'ai déjà vécu, quand j'étais enfant, à Asbestos. Okay? Ah oui? Je parle d'Asbestos. Qui est rendu Val du Bonheur, là? Comment ça s'appelle? Val des Sources. Val des Sources, voilà. Val des Sources, hein? Puis tout le monde danse et chante. Et on est... Bon, en tout cas, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des étés. OK? J'ai pas vécu là longtemps, mais j'ai vécu là 2 ans. Puis il y a un été, je me rappelle, fin des années 80, on se réveille, puis il y a de la neige partout. Mais c'est pas de la neige, Fred, c'est de la poudre, de la mousse d'amiante. Ah, boy, wow! Ça, c'est de la marde blanche. Ça, c'est de la marde blanche. Ça, vraiment, là, tu peux pas avoir mieux que ça. En tout cas, ce qui est frappant, d'ailleurs, dans l'histoire de... Ah, là, ça, c'est les gens d'Asbestos qui ouais. qui vous appellent. Hey, c'est pas de la marde! Non, c'est ça. Hey, sérieux, on garde ça? Ou... Ben oui, c'est drôle. OK. En tout cas, je suis en demande, mais comme je vous dis, je me fais troller. Fait que, bon, je veux juste avertir tout le monde, je réponds plus au téléphone. OK? En tout cas, juste pour vous dire, c'est quand même frappant que dans ce roman fondateur, Maria Chapdelaine, la neige devient un peu le synonyme de la mort, parce que c'est quand même François Paradis, hein, l'amoureux de Maria, qui va mourir probablement gelé quelque part. Je dis probablement parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Hein, on imagine qu'il est mort, mais peut-être qu'il s'est juste écarté. C'est d'ailleurs le titre d'un livre formidable de David Bélanger. Il a fait un livre, une sorte d'enquête de ce qui était vraiment arrivé à François Paradis. C'est génial. Puis je pense que Sébastien Pilote pense la même chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr qu'il est mort. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Quoi qu'il en soit, en tout cas, la neige est souvent synonyme de la mort. Je pense à un roman plus récent de Dominique Fortier, absolument superbe, qui s'appelle Du bon usage des étoiles. T'sais, à la fin, c'est l'histoire de Franklin et puis sa bande là, qui essaie de trouver le passage du Nord-Ouest en bateau. Ah oui. Puis à la fin, ils sont tous gelés dans la neige et dans le froid. En tout cas, je connais tellement de gens qui haïssent l'hiver, qui haïssent la neige, mais parfois, je me dis peut-être que quelque part, c'est comme si on n'arrivait pas à aimer, en n'aimant pas la neige, on n'arrivait pas à aimer notre lumière à nous. Hein, à apprivoiser la part de lumière qui est là, tout autour, à portée de main. Une lumière discrète, c'est vrai, mais tellement belle, hein, telle que je la retrouve dans des tableaux de Jean-Paul Lemieux, dans certains films de Pierre Perrault et aussi de Sébastien Pilote. Je pense au Vendeur, qui est quand même magnifique. Je sais de quoi je parle en passant, Fred, quand j'évoque le manque de lumière, parce que je vais être plus personnel. Là. Il y a un moment, vers la fin de l'automne, au milieu de l'automne, où je frappe une sorte de mur. Ça m'arrive pas toutes les années, mais ça m'arrive souvent. Je deviens anxieux, fatigué, agité, manque d'énergie. Des fois, c'est les deux en même temps. Je peux même devenir un peu dépressif. Tu sais, janvier, février, là, c'est pas facile. Non. Je suis comme dans un creux. J'arrive à fonctionner, mais souvent, je travaille vraiment très fort pour me maintenir un peu comme le petit canard là, qui a l'air de rien, mais qui pédale sous l'eau pour résister au courant qui l'emporte. On appelle ça la dépression saisonnière. C'est une chose assez sérieuse pour que je me suis acheté une lampe spéciale il y a quelques années. Oh, elle est devant moi présentement et pas allumée parce que faut que je me calme aussi des fois. Là, trop de lumière, c'est pas assez. Mais c'est une intensité de 10 000 lux. Et ça m'aide, ça envoie un signal à ma rétine qui envoie à mon cerveau le signal pour dire « réveille-toi, fais pas lux ». Et je vous le dis, ça marche, c'est efficace. Alors je l'allume des fois, tu sais, quand je sens la baisse venir, la mienne ou celle du soleil, et souvent ça va ensemble. Puis j'essaie de varier un peu mes lectures, hein, parce que, je suis prof de littérature, puis il y a des fois où
je suis dans les choses noires et déprimantes. Je vais laisser de côté ceux que Nancy Houston appelait les professeurs de désespoir, ce qui est une formule, je trouvais, assez forte. Et je me tourne vers des lectures plus légères, plus joyeuses, comme Marcel Aimé. Un jour, je vais vous parler de ça, Marcel Aimé. Oui. Jean Dutour, Jean Dutour là, qui a écrit un roman qui s'appelle Une tête de chien. Okay? Puis c'est juste l'histoire d'un jeune garçon qui naît, il a un corps humain, mais il a une tête de chien. c'est juste bizarre. Tu sais, Alors, il du Raymond Queneau. Et puis, je ressors Noce de Camus, d'Albert Camus, qui raconte des années en Algérie quand il était jeune, où il vivait dans un soleil extraordinaire. Vous me permettez que je vous le cite? Ben oui. Okay. Je vous cite le début de Noce à Tipassa. Tipassa, c'est une petite ville portuaire à l'ouest d'Alger. Alors, ça commence comme suit. Et je pense que ça peut nous aider, là. C'est presque thérapeutique. Au printemps, Tipassa est habité par les dieux. Et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Fin de la citation. Noire de soleil. Wow. C'est quand même... Moi, j'en rêve, là, sincèrement. Et en même temps, ce qui est très curieux dans cette formule-là, en passant, c'est le côté... C'est presque comme si Camus cherchait une noirceur dans la lumière. C'est comme le contraire de nous. Tu sais, nous, on cherche de la lumière parce qu'il en manque, puis lui, c'est comme s'il cherchait de l'ombre. Et d'ailleurs, je suis remarqué que c'est vrai que les ombres ne sont jamais aussi fortes et aussi bien découpées que quand le soleil brille. C'est quand même curieux, ce paradoxe. L'ombre est toujours plus noire quand il y a du soleil. Et c'est vrai aussi que, j'imagine que vous avez lu L'Étranger. C'est quand même... Oui, puis c'est quand même fou quand on y repense, parce que le motif, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, là, mais le déclencheur qui va pousser Meursault à tuer un jeune homme sur la plage dans L'Étranger, c'est le soleil. C'est comme si le soleil le frappe trop fort dans l'œil, et cet excès de lumière le pousse dans un déchaînement de violence et de noirceur. En tout cas, n'empêche, lire Camus, ça donne le goût de vivre, ça donne le goût d'aimer, de voyager. Je vous cite encore une phrase, hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Moi, hors du soleil, des baisers, des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Alors, en tout cas, moi, j'ai vraiment là Camus, puis j'aurais pu en citer parce que j'en avais plein d'autres. À un moment donné, j'ai dit, faut que je coupe là, quand même, faut pas que j'abuse des gens, là, faut que je les laisse digérer leur repas de Noël. Mais d'ailleurs, ça me permet juste de faire remarquer une chose, c'est le critique Roland Barthes parlait de l'écriture de Camus. Il y avait cette expression, il disait de Camus qu'il avait une écriture blanche. Et ce qu'il voulait dire par blanche, là, c'était, il parlait de la lumière. Il disait, il y a quelque chose d'extraordinairement transparent dans le style de Camus. Une sorte de fluidité parfaite, un mouvement vers la lumière qui va jusqu'à l'effacement. Et quand on lit Camus, d'ailleurs, c'est comme une grâce. On a l'impression que tout est écrit sans effort. C'est comme naturel. Et d'ailleurs, c'est un peu l'impression que nous donne des fois Michel Houellebecq. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, non, c'est vrai. Évidemment, Houellebecq, on n'est pas dans le lyrisme, puis on n'est pas exactement. D'ailleurs, on pourrait dire que s'il y a un seul endroit où il y a un petit peu de lumière dans Houellebecq, c'est dans son style. Oui. Mais il y a une sorte de... Parce qu'entre les lignes, il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais en tout cas, il y a quelque chose là d'intéressant. D'ailleurs, quand j'ai fini de lire Camus, puis là, je vous le dis, là, je suis passé à autre chose, parce que là, j'arrive vraiment dans le creux de l'année. Alors, vers la fin novembre, début décembre, là, quand la correction me transforme en une sorte de Sisyphe, celui qui pousse sa pierre au sommet d'une colline pour la voir retomber. En fait, c'est ça la correction. Vous finissez une pile, et il y en a une autre qui arrive, et puis quand vous en avez fini une, il y en a une autre qui arrive. Je me tourne vers l'autre maître de la lumière, celui qu'on appelle l'artiste de la ligne claire, qui a baigné mon enfance, et j'ai nommé Hergé. On a tellement de points en commun, Mathieu. Moi aussi, j'ai déménagé souvent quand j'étais jeune. Puis on se connaît pas tant que ça, mais vous me dites Asbestos, je le savais pas. Puis quand on a parlé de votre livre aussi, à la fin, on parlait justement... Et moi, Tintin, c'est ça. Tintin, je recevais 2-3 épisodes
à ma fête, à Noël. Alors, ça a pris Oui. quelques années avant que j'aille toute la collection. Et je les relis encore et je distancie évidemment l'œuvre de l'auteur. Là. Je voudrais pas choquer les gens. Parfois, je relis Tintin au Congo. Je m'excuse. Oui, oui, ben oui. Mais c'est pas mon meilleur, de toute façon. Non, non, vraiment pas. En fait, pour être franc avec vous, il y a un côté, on sent que son sens du scénario s'est vraiment affirmé Oui. à partir de Les cigares du pharaon. Ouais, tout à fait. Ben, plus en fait, à partir du Lotus Bleu, je trouve que tout le talent d'Hergé se déploie et ne fait que se peaufiner, s'améliorer avec les albums. Absolument. Ouais. Absolument, je suis d'accord. Puis, en tout cas, moi, ce qui me frappe avec lui, c'est que je vais parler de son dessin pour commencer. T'sais. Alors, il y a une chose qui est très frappante. Bon, d'abord, il y a une sorte, pour faire un lien un peu avec Camus, j'ai l'impression que dans le dessin, il y a une sorte de fausse simplicité. C'est-à-dire, ça a l'air simple, mais en réalité, c'est parce que c'est comme si Hergé réussit à nous faire oublier que ça lui a demandé du travail. Ouais. Voyez-vous? C'est la grâce qui fait qu'on perd la mémoire de l'effort. C'est comme si tout est là. Ouais. Et la lumière, et bien sûr, elle est aussi dans la manière dont Hergé présente ses personnages. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, Fred, ça m'a frappé hier quand j'y réfléchissais, puis je suis retourné dans mes albums, il n'y a presque jamais d'ombre dans les dessins de Hergé. J'ai jamais remarqué ça. Je veux dire, on fera un test, là, on ira retrouver nos albums, mais je veux dire, vous pouvez avoir Tintin et le Capitaine Haddock ou les Dupont en plein désert du Sahara, comme dans Le Crabe aux pinces d'or ou Coke en stock, et ils n'ont pas d'ombre. OK? La part d'ombre est comme évacuée. OK? Même les méchants n'ont pas d'ombre. C'est quand même saisissant. C'est comme s'ils tout était entièrement dans le monde de Hergé, baigné de la même lumière. D'ailleurs, plus que ça, ces personnages, si vous regardez les yeux des personnages de Hergé, ce sont comme des yeux vides, des yeux blancs, c'est-à-dire il n'y a pas de prunelle dans les yeux des personnages de Hergé, comme si le regard même était entièrement lumière, comme s'ils étaient aveuglés par la lumière. Et moi, je fais souvent un parallèle entre Tintin et Perceval. Perceval, c'était le chevalier au cœur pur, en quête du Graal. Et Tintin, c'est comme une sorte d'ange de lumière, une créature sans tache, sans défaut. Les seules colères que Tintin peut avoir, ce sont des saintes colères. Comme par exemple quand le capitaine Haddock a trop bu d'alcool, puis là, il faut un peu le ramener à l'ordre. D'ailleurs, il y a un moment qui m'a perturbé, mais temporairement, c'est quand j'avais lu dans Vol 714 pour Sydney, un moment, puis là, fois je le retrouve, là, mais c'est quand j'avais eu l'impression à un petit moment que Tintin se moquait de quelqu'un. Et ça m'a vraiment perturbé parce que Tintin, il n'y a pas d'ironie chez Tintin. Et là, je me suis juste rendu compte que la pointe du phylactère était mal alignée. C'est-à-dire, après, là, je dis, c'est probablement Haddock. En tout cas, je me suis accroché à ça, là. Je me suis dit, parce qu'Haddock, évidemment, lui, il est capable de se moquer, il fait rien que ça. Il est dans l'insulte, il est dans l'ironie constante. Plus le sarcasme, en fait. Il y a quelque chose de rassurant dans la stabilité de l'univers de Hergé. Hein. C'est comme si tout était toujours pareil, une sorte de fixité. D'ailleurs, en un demi-siècle, de 1929 à 1979, Tintin n'a pas changé. Physiquement, il n'a pas changé. C'est vrai. Sauf un détail, Fred. Avez-vous une idée? Qu'est-ce qui a changé? Je pense que c'est à partir de les bijoux de la Castafiore. Il y a quelque chose qui a changé physiquement. C'est quelque chose. Ça doit être les vêtements parce que physiquement, il n'y a pas de. Je dirais les vêtements, mais je ne suis même pas sûr. Vous avez raison, Fred, c'est exactement ça. C'est le pantalon. Ah oui? Alors Tintin a porté la culotte de golf jusque dans les années, je pense, années 60. Puis là, tu sais, qui serre en haut du mollet. Et puis là, dans les années 60, là, il est passé au jeans. J'ai pas remarqué, j'allais voir ça. Et Haddock, lui, il y a un moment où il a changé d'habit. Il a toujours son look de marin. Et c'est dans les 7 boules de cristal. C'est vrai ça. Ça, c'est le moment où il devient riche, là. Après la découverte du fameux trésor dans le château de Moulinsart. Des frères Loiseau, puis Exactement. Puis là, il a la tentation du mode de vie à l'aristocrate. Est-ce que c'est là qu'il se met à porter le monocle? Oui, exactement. Il porte le monocle, il y a même le fume-cigarette complet, il y a sa grande décapotable. Et puis là, il essaie de faire des tours puis de devenir magicien. On sent que... mais en fait, très rapidement, il se rend compte que ça marche pas, ça. D'abord, il pourrait changer l'eau en vin, là, ce qui est un problème parce qu'il essaie de devenir magicien. Et puis, à un moment donné, il dit « OK, tant pis, là, de la merde, je redeviens marin. »
Mais tout le monde dans ce monde-là est éternellement pareil. Oui. Abdallah est jeune. Oui. La Castafiore chante toujours la même maudite chanson. Oui. Elle n'a pas de répertoire. Tournesol est toujours aussi vieux et confus. Oui. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans Tintin. Je crois que vous l'avez remarqué. Et c'est ce qu'on reprochait beaucoup à Hergé, une espèce de misogynie larvée un peu, parce que la Castafiore est insupportable. Oui. Elle est absolument. instable, elle est... oui, et c'est à peu près le seul personnage féminin d'importance. Significatif, c'est ça, d'importance. Souvent, ce sont des femmes, effectivement, qui sont un peu dépeintes, ce sont un peu des clichés. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes, puis il n'y a pas beaucoup de femmes jeunes. Il y a la petite Mirka dans Les bijoux de la Castafiore, qui est une enfant. Et pas beaucoup non plus de femmes qu'on pourrait dire avantageusement représentées. J'essaie d'être poli, là. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont bien jolies dans Tintin. Bon, d'ailleurs, vous me direz, il n'y a pas grand monde de jolies dans Tintin, ça c'est vrai. Mais il y en a une. Moi, je vous le dis, Fred, là, c'est une confidence. Je me suis accroché à celle-là comme à une bouée quand j'étais enfant. La plus belle de toutes, elle s'appelait Madame Clermont. Ah oui? Madame Clermont. Ah oui. C'était la femme d'un des scientifiques. Exactement. Oui. Elle est là encore dans les 7 boules de cristal. Un peu bourgeoise. Oui, ça. Puis je pense que son mari est cinéaste, un truc du genre. Oui. Puis là, elle est dans la salle de spectacle où il y a Madame Djemila, soumise à l'hypnose d'un fakir, qui va lui apprendre que son mari... en fait, elle va se mettre à crier un cri de mort. Parce que son mari vient d'être ensorcelé par le pouvoir d'une des 7 boules de cristal. À un point tel que le numéro arrête. Là. Il continue pas parce qu'elle est un peu presque inconsciente. Elle est perturbée, mais complètement, effectivement. Tintin lui-même est un peu une sorte de Clermont, un être de lumière, sans passé ni avenir. C'est même pas un adulte ou un enfant, on ne sait pas trop. Il est dans un monde, un présent sans cesse rejoué, éternellement jeune et innocent. Et puis il est lancé sur les routes du monde, à la poursuite des mêmes méchants, le Rastapopoulos, Dawson, le colonel Muller. Hergé raconte, Fred, que dans les années 50, il a vécu une sorte de crise existentielle qui était... probablement dû à un épuisement, peut-être aussi à une certaine remise en question de ses valeurs, de son mode de vie. Et c'était au moment précis où il dessinait Tintin au Tibet. Et dans cet album-là, qui se déroule presque entièrement dans les paysages enneigés de l'Himalaya, où la ligne claire rencontre la blancheur de la neige, c'est quand même... là, c'est comme si le fond rencontre la forme. C'est l'accord parfait entre le contenu et le contenant. Alors, Tintin retrouve finalement son ami Chang, qu'il avait rencontré pour la première fois dans le Lotus Bleu. Et pendant qu'il dessine Tintin au Tibet, Hergé raconte qu'il fait des cauchemars. Et puis là, je vais le citer, il dit à un certain moment, dans une sorte d'alcôve d'une blancheur immaculée, apparaît un squelette tout blanc qui essaie de m'attraper. Et à l'instant, tout autour de moi, le monde devient blanc. OK? Et donc, une espèce de rêve, de cauchemar de blancheur, qui est quand même assez surprenant. Et puis là, il se rend à Zurich. Hergé avait les moyens de rencontrer des psys un peu meilleurs que les miens. Il n'était pas dans des demi-sous-sols de Zurich. Là. Non, il n'était pas dans les demi-sous-sols de Zurich. Alors lui, il va à Zurich et il rencontre non pas un freudien comme moi, mais un jungien. Carl Jung lui-même, ce qui est probablement une assez bonne référence. Et Carl Jung va lui donner ce conseil tout simple. Il va lui dire reposez-vous. Et d'ailleurs, mais il ajoute cette phrase qui me fait étrangement penser quand même à l'éloge de la noirceur auquel moi j'avais eu droit. Il va dire à Hergé, il faut tuer en vous le démon de la pureté. Tuer le démon de la pureté. Alors, j'ai trouvé ça fascinant comme formule. Et ce qui est tout aussi fascinant, c'est que finalement, Hergé ne l'écoute pas, qu'on reprend le travail, et finalement, il va décider de représenter par son fameux personnage du Yéti, l'abominable homme des neiges, un peu une sorte d'image de ses peurs, mais le gros Yéti devient un nounours sympathique, comme si finalement, Hergé avait réussi à presque rire de cette peur et de ce démon de la pureté. C'est comme si, au fond, jamais Hergé n'avait tué le démon de la pureté. Jamais il avait renoncé à la lumière. Et à mon avis, c'est exactement ce qui fait de son œuvre
une œuvre aussi forte et singulière. Mais c'est drôle, Mathieu, vous parliez de cet album-là. C'est le premier que j'ai lu de Tintin parce qu'on en avait deux à la maison. Ma sœur en avait deux, ma grande sœur. Plus tard, moi, j'ai tellement accroché que j'ai demandé les autres albums. On avait deux. Il y avait Tintin au Congo et Tintin au Tibet, ce qui est un peu peut-être même presque les deux albums les plus opposés. Pas à ce point-là, parce qu'on aurait pu, je pense, rajouter les bijoux de la Castafiore. Mais à y repenser, c'est dans Tintin au Tibet où Tintin est le... Parce que Tintin est quand même quelqu'un d'assez rationnel, contrairement au Capitaine Haddock qui est colérique. Et, bon. Et là, pour une des rares fois, Tintin est porté par une intuition qui n'est pas du tout rationnelle, que son ami est encore vivant et tout le monde essaie de le déconseiller. Et c'est une des rares fois que Tintin a suivi son intuition et non pas juste se baser sur les faits et la raison. C'est vrai, c'est super intéressant. J'imagine que vous parlez de la scène au début où il s'endort. Il est dans un genre de resort de montagne. Il s'endort pendant que Capitaine joue aux échecs avec lui. Puis là, à un moment donné, il se réveille en criant « Tchang! » Oui, tout à fait. C'est ça, hein? Tout à fait. Tout le monde... oui, tout à fait. Et là, ils reçoivent la dépêche des journaux comme quoi l'avion s'est écrasé, qu'il n'y a pas de survivants. Et ils persistent. Et même le Sherpa, plus loin, refuse de le suivre. Finalement, décide de le suivre. Et il a raison. Il le trouve, Chang. C'est ça. Puis c'est vrai parce qu'en plus, c'est super intéressant ce que vous dites parce que dans le fond, pas Chang, mais Tintin, ça a toujours été celui qui maintenait le monde, la vision rationnelle du monde. Il y a Haddock, évidemment, qui est une espèce de boule d'émotion et d'instinct. Mais même dans un sens, Tournesol, il flirte souvent avec la folie. Des sciences un peu... la folie. Des sciences un peu douteuses. Oui, tout à fait. La télékinésie. Puis, détruire une ville avec un haut-parleur ou avec des ondes. Oui, c'est ça. Écoutez, on va falloir qu'on parle de Tintin. Oui, il faut. Poursuivez. Peut-être d'Astérix, hein, j'avais ça en tête. On va s'en garder quand même pour 2021. Oui. J'ai dit tout à l'heure, Fred, que la culture québécoise aimait bien la noirceur. Hein. Il y a une sorte de... D'ailleurs, souvent, puis je suis pas sûr que c'est juste, mais souvent j'entends du monde dire « Ouais, la littérature ou le cinéma québécois... » C'est dark. C'est ça, tu sais. La lumière, on en a quand même. Hein? On en a chez Saint-Denis Garneau, quand il parle des arbres, des enfants, des oiseaux dans sa poésie. On en a beaucoup, je pense, chez Gabriel Roy. Il faut vraiment lire Un jardin au bout du monde, qui est, à mon avis, l'une des plus belles choses qui a été écrite ici. Ouais. C'est absolument formidable. Où iras-tu, Sam Lee Wong, hein, qui est une autre nouvelle d'un recueil, du fameux recueil Un jardin au bout du monde. Ouais. Ce sont des chefs-d'œuvre. Chez Miron aussi, hein, la lumière est comme une sorte de promesse. Hein. Un jour, oui, nous verrons la lumière. De la lumière, il y en a, mais c'est vrai que dans l'histoire québécoise, il y a peu d'illuminés. Et je l'entends, c'est au sens fort du mot, là, c'est-à-dire peu de gens qui auraient, entre guillemets, vu la lumière au point d'en être transfigurés, de devenir des porteurs de vérité hein, qu'il faudrait répandre partout dans le monde. Dans Bienvenue au pays de la vie ordinaire, qui est un essai que j'ai écrit, je m'étais étonné d'ailleurs qu'un pays aussi croyant que l'était le Québec, hein, parce que quand même, il y a une époque où, par capita, on était, dans les années 30, le lieu sur Terre où on exportait le plus de missionnaires. Ouais. Quand même, faut le faire. Là. Ouais. Alors, c'est quand même surprenant que le Québec n'ait donné aucun théologien digne de ce nom, aucun grand mystique, là, si on fait exception de Marie de l'Incarnation au 17e, qui ait pu comme un peu aller loin dans cette veine-là. Pierre Badeboncoeur parlait même d'une absence d'aventure spirituelle en parlant du Québec. Ouais. Fernand Dumont aussi disait qu'on n'était pas des vrais croyants. C'était juste pour réguler la vie quotidienne, puis qu'aussitôt qu'on a pu s'en débarrasser, ça a pris 10 minutes, c'est-à-dire pendant la Révolution tranquille, puis c'était fini. D'ailleurs, effectivement, je pense que c'est en 64, 65, et je pense que Denis Arcand avait déjà dit, un jour, il va falloir que quelqu'un comprenne comment la religion a pu s'effondrer comme ça, un matin de mai 65. Tout le monde a arrêté en même temps d'aller à l'église. C'était... tu sais, au Québec, on a quand même des saints, des personnages. Je pense au frère André, par exemple. Mais le frère André, quand même, ce qui est assez saisissant avec lui, c'est que il me fait penser, je sais pas comment étaient vos grands-pères, Fred, mais moi, mes grands-pères, c'était des hommes de peu de mots. Oui. C'était des gens qui étaient beaucoup dans le silence, des gens qui étaient peut-être habités par des grandes pensées, mais malheureusement, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas eu beaucoup accès à cette pensée-là. Et je trouve que, curieusement, d'ailleurs, c'est comme si, revenons à la religion, c'est souvent quand la religion s'est effondrée.
au Québec, on dirait que la quête spirituelle s'est libérée. Hein? Oui. C'est-à-dire, remarquez que les premiers grands illuminés de l'histoire du Québec, ce sont des gens comme Claude Gauvreau, par exemple, ou à sa manière, Raoul Duguay. Hein, puis il y en a probablement d'autres. J'ai pas fait un truc exhaustif, mais des sortes de mystiques, rêveurs, qui tout à coup se mettaient à parler dans des langues même étrangères ou inventées, comme Gauvreau et son exploréen. Hein. Dans la chanson, il y a un artiste, je pense, qui s'est approché de cette définition-là, et d'ailleurs qui travaillait très fort pour ressembler à Jésus dans les années 70. Je parle de Serge Fiori. Ouais, c'est pour ça que je ris, là, je devinais un peu le... Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a des gens qui disaient à Fiori, à un moment donné, ils disaient « Hey, vous deviez avoir beaucoup d'admirateurs, beaucoup d'admiratrices. » Puis on disait même, tu sais, puis il disait « Oui, tout le monde venait me voir, mais personne ne voulait vraiment me parler. » Tu sais, on m'écoutait comme si j'étais une sorte de sage venu d'un autre monde. Et j'étais très isolé, finalement. En tout cas, bref. Et il y a une chose quand même que je veux dire de Fiori, c'est un grand artiste qui, pour moi, a fait des chansons qui se sont inscrits dans une quête de vérité. Moi, je connais pas beaucoup de projets, en tout cas dans le domaine de la chanson, plus aboutis, de démarches plus exigeantes que celle qu'a menée Fiori avec son groupe Harmonium à composer l'Heptade. Oui, une espèce d'histoire très étrange, où, un peu comme Dante dans la Divine Comédie, hein, on raconte les pérégrinations d'une personne, d'un personnage qui va de l'ombre à la lumière, de la folie à la sagesse. Un peu comme dans Dante, hein, dans la Divine Comédie, on passe de l'enfer au purgatoire, au paradis. Et dans toutes les chansons de l'album, il y en a une qui me prend au cœur chaque fois que je l'entends, seulement guitare et voix, mais avec comme une voix brisée. Et elle s'intitule « Lumière de vie ». Okay? C'est un titre. Oui. Et c'est une chanson très mystérieuse, parce que Fiori, dans cette chanson-là, c'est comme s'il cherchait à réconcilier deux sortes de lumière, aussi utiles et nécessaires l'une que l'autre. La lumière de la nuit, okay, qui est peut-être un peu la lumière que j'évoquais tantôt quand je parlais de ces nuits d'hiver où on voit comme cette lumière incandescente, ou tu sais, au fond d'une grotte. Là, hein, je ne sais pas si c'est déjà allé dans des grottes. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. À Saint-Léonard? Non, je suis allé dans... En fait, je suis pas allé dans une grotte, je suis allé dans une mine. Ah, OK. Mais j'ai jamais vu une noirceur comme ça. OK. Oui. Parce que moi, je suis allé, je me souviens, j'étais plus jeune, j'étais allé en France, dans le Vercors, faire de la spéléologie, imaginez. Ah ouais. Et puis, à un endroit où on s'était retrouvé... On dirait que ça ne m'étonne pas, Mathieu, de vous imaginer avec une lampe torche et un casque et... Je sais pas pourquoi. Ouais. Non, mais moi, c'est parce qu'en plus, moi, je suis quand même grand, là. Presque 4, les espaces restreints, c'est pas pour moi, mais en tout cas, j'étais allé, puis ça m'a frappé parce qu'à un moment donné, j'étais dans le fond d'une grotte. C'était pas comme dans, pour revenir à Tintin, là, c'était pas comme dans, tu sais, quand il traverse une chute, là, dans le Temple du Soleil. Le Temple du Soleil, puis que là, il est dans une grotte, puis que tout flash, quasiment comme s'il était dans un centre d'achat, là. C'est un peu charrié, mais je me rappelle d'un moment où j'étais dans une grotte, puis ça luisait légèrement. Et très légèrement. Là. Puis c'est comme si Fiori, pour revenir à ce chanteur, cherchait à réconcilier cette espèce de lumière toute discrète, hein, la lueur au fond de la caverne, hein, son point d'appui, et cette lumière aussi discrète qui est là quand la nuit, on voit des étoiles, hein, qui nous viennent, lumière qui nous vient de milliards et milliards d'années-lumière, et qui nous fait découvrir un peu notre petitesse, qui nous ouvre à l'infini. Et puis, bien sûr, Fiori, dans sa chanson, essaie de mettre ça en contraste et en relation avec la lumière du jour, le moteur de la vie, la lumière d'amour, hein, celle qui fait naître le désir, celle qui permet que la vie continue, même dans la mort. Pour moi, cette chanson-là, c'est celle d'un être, non pas qui essaie de se réconcilier avec la noirceur, avec sa part d'ombre, mais quelqu'un qui a compris que sa seule chance de vie et de survie tient dans la possibilité de naître à la lumière, qui sait que la lumière, que toutes les lumières, celles qu'on accroche sur le sapin, qu'on découvre dans un banc de neige tard le soir, celles qui brillent de mille feux dans un essai d'Albert Camus, dans une bande dessinée d'Hergé, celles qu'on trouve dans le sourire d'un enfant, dans la compagnie des autres, cette lumière, c'est ce qu'il y a de plus précieux à chérir. Moi, je trouve ça beau, que Noël soit la fête de la lumière, la fête de la vie qui naît, qui recommence, qu'une étoile éclaire soudain le monde comme un soleil. Fred, je voudrais vous souhaiter
avant qu'on écoute, je pense, cette chanson, une partie de la chanson, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël en retard. Je voudrais souhaiter joyeux Noël en retard à tout le monde, une bonne heureuse année 2021, pleine de lumière. Que cette année soit pour vous et pour tout le monde autour de vous une année de bonheur et de paix. Bon, merci. Merci tellement, Mathieu. Magnifique chronique. En fait, magnifique épisode, je devrais dire. Merci, Fred. Et je suis content de savoir qu'on va se retrouver très bientôt, en 2021, pour profiter justement de vos lumières. Lumière de nuit, mon seul point d'appui se tourne autour de la terre en portant l'infini. Lumière d'esprit, quand je suis petit, réveille-moi comme au dernier jour de ma vie. Lumière séjour, par moi ce temps autour fait tourner la terre, et moi je cherche autour lumière d'amour, comme le temps est court, trop court pour être veillé la nuit en plein jour, quand la rosée fait des étincelles. Vous êtes si belle, comme le matin qui se réveille, si merveille. Je vous aime toutes les deux. Lumière de vie, on se pointe dans le lit, se mettre à la lumière et puis en faire partie. La nuit, le jour, parle-moi d'amour. C'est